watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des aventures de Blake Lively, Justin Baldoni. Je m'excuse pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par cette affaire, mais voilà, vous savez, ceux qui me suivent, ça fait plus d'1 an que j'en parle. Je vais pas m'arrêter alors que là on est dans la dernière ligne droite. Il y a tellement de documents qui ont été décelés. Je sais quand même que beaucoup d'entre vous sont également très intéressés par cette affaire et ne comprennent pas l'anglais, donc pour suivre tout ce qui se dit sur les chaînes américaines. Donc moi forcément je suis ravie de le faire, de vous apporter les informations, également de vous donner mon point de vue sur la chose, mon angle. Donc il y a encore beaucoup de vidéos à venir sur le sujet, le procès approche. Et là, justement, je voulais faire une petite mise au point pour vous rappeler justement concrètement, Blake Lively poursuit Justin Baldoni, Wayfarer et ses associés pour harcèlement sexuel et smear campaign, donc campagne de dénigrement. Et au vu de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut quand même se poser la question, est-ce que Blake Lively, au vu de tout ce qu'on sait, elle peut gagner ce procès? Du coup, je voulais vous rappeler concrètement ce qu'était une smear campaign, donc une campagne de dénigrement, quelles sont les conditions légales pour qu'une plainte tienne en justice et si Blake a réellement des chances de faire valoir ses droits contre Justin. Donc on va démêler le vrai du faux et comment le droit ainsi que les relations publiques se croisent dans cette affaire, et je ferai également un point ensuite sur le harcèlement sexuel. Encore une fois, c'est au vu de tous les documents qu'on a. Donc voilà, une mise au point s'imposait. Déjà, je vais vous rappeler ce que font vraiment les agences type Melissa Nathan et Street Relations. Pour rappel, Justin Baldoni, il avait donc comme publiciste Stephanie Jones de la société Jones Works, et elle avait une employée, donc Jennifer Abel, qui, elle, s'occupait personnellement de Justin Baldoni. Or, avant que le film Jamais plus ne sorte, étant donné que ça puait avec tout ce que Blake Lively avait fait, Justin a embauché en plus une gestionnaire de crise, Melissa Nathan, qui s'était occupée de l'affaire Johnny Depp, entre autres. Et Melissa Nathan a conseillé Wayfarer d'embaucher Street Relations. Donc là, à la tête de cette boîte, on a un certain Jed Wallace, qui lui, c'est un peu l'expert digital, quoi. Il s'occupe des réseaux sociaux, etc. Donc voilà nos principaux acteurs. On va parler principalement de Melissa Nathan et de Jed Wallace, Street Relations. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la plainte de Blake, c'est qu'elle accuse donc Justin Baldoni d'avoir en gros créé une armée de bots pour la détruire. Internet s'est retourné contre elle, tout ça par la force de l'équipe de com de Justin Baldoni. Alors déjà, il faut savoir que Melissa Nathan et Jed Wallace, ce ne sont pas des fermes à bots. Je vous expliquerai après concrètement ce que c'est des bots, mais en gros, c'est des faux comptes qui propagent des news sur les réseaux. Eux, ce sont des spécialistes de médias relations, de façonnage, on va dire, du récit de crise. Ils s'occupent aussi de l'amplification organique, du timing, à quel moment ils font quoi, et ils sèment des graines, si vous voulez, d'angles narratifs auprès de journalistes ou de créateurs, d'insiders, de comptes influents. Donc leur arme principale, c'est pas exactement la technologie, c'est plus la psychologie, associée aux médias, associée aussi aux algorithmes. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que des bots, par exemple. Alors, le mythe des bots, on va en parler. Les bots, ça sert à gonfler artificiellement un hashtag, à noyer des commentaires, à créer une illusion de volume à très court terme, mais ça ne tient jamais vraiment, si vous voulez, sur des plateformes telles que TikTok, YouTube, la presse et plusieurs pays sur plusieurs semaines. Parce que là où Blake Lively a vu Internet se retourner contre elle, ça a duré plusieurs semaines et c'était, je vais pas dire international, mais presque. Donc pourquoi ça ne tient pas sur ces plateformes? Parce que les algorithmes modernes détectent généralement très vite les bots et surtout les bots ne créent pas d'adhésion émotionnelle. Or, dans l'affaire Blake Lively, Justin Baldoni, on parle surtout en fait d'adhésion émotionnelle. Les gens se sont investis, si vous voulez, émotionnellement dans cette affaire. Et ça, aucun bot ne peut le fabriquer, on est d'accord. Donc, ce qui est beaucoup plus efficace, et ce que font ces agences, dans un premier temps, première étape, ils ne disent rien publiquement. On va prendre donc le cas de Blake. Elle a fait sa promo, elle a parlé de fleurs, de vêtements, de ses boissons Betty Boos, de sa ligne de shampoing, etc. en même temps que cette promo. Le discours était basé sur l'espoir et on ne parle pas de violence domestique. Ok,
Donc, l'agence de Justin, il la laisse faire sa promo. La promo, donc, en fait, il la laisse parler pour eux. Ils n'ont pas besoin d'attaquer, ils laissent juste les interviews qu'elle donne, les extraits, les contradictions, le ton léger donc sur les violences domestiques, ils laissent tout ça circuler. Et Internet donc se met à détester ça spontanément parce que voilà, on lui a reproché ceci, cela. Là, il n'y a pas besoin de bots, c'est de l'indignation organique, on va dire. Ensuite, l'étape d'après, ils nourrissent discrètement les bonnes personnes. Pas le public, mais des journalistes, des insiders, des comptes pop culture, des créateurs TikTok qui analysent. Et là, en fait, ils peuvent semer des phrases qui sont faites pour fuiter, des phrases choc. Ensuite, on s'occupe du timing. Le public remarque par exemple là, dans ce cas-là, pourquoi Justin n'est jamais là lors des interviews, tout ça. Là, c'est le moment clé, mais ils n'ont rien à faire. Le doute, il naît tout seul si vous voulez. Et on a les TikTokers, les YouTubers, les comptes gossip, Reddit et tout ça qui se mettent à faire des théories ou alors des parodies, ils font des montages, ils compilent tous les petits moments malaisants des interviews de Blake, etc. Et ils se mettent donc à raconter eux-mêmes ce qu'ils en pensent. Et ça, c'est toujours 100% organique. Ensuite, l'équipe de Justin n'a pas retourné Internet contre Blake. Ils ont laissé Blake se retourner contre elle-même. Ils ont amplifié le mouvement au bon moment, donc c'est plus subtil, c'est surtout plus efficace, et juridiquement, c'est presque impossible à qualifier de campagne de dénigrement, parce qu'ils n'ont rien inventé, ils ont juste sélectionné ce qui devait circuler. Donc la question c'est est-ce que c'est possible à cette échelle, donc tous les pays que ça a touché? Oui, mais pas avec des bots, avec des relations presse, des créateurs, des insiders, encore une fois comme je vous disais, planter quoi au bon moment, un silence stratégique, donc à quel moment la boucler pour laisser Blake faire son truc toute seule, et après ils ont calibré certaines fuites. Et ça c'est exactement, si vous voulez, la spécialité de Melissa Nathan. Et est-ce que tout ça c'est illégal? Non. Et c'est justement important que je vous parle de tout ça en transparence pour vous expliquer après du coup le problème dans la plainte de Blake. Donc on va d'abord définir du coup ce qu'est réellement des relations publiques en termes juridiques si vous voulez. Déjà une smear campaign, une campagne de dénigrement, ce n'est pas gérer une crise, parler à la presse, orienter un narratif ou laisser circuler des éléments vrais mais défavorables, ça, ce que je viens de vous citer, c'est de la gestion de crise. Ça se fait tout le temps et c'est légal. Une smear campaign, une campagne de dénigrement en revanche, qu'est-ce que c'est? C'est fabriquer ou pousser activement des éléments faux. Également organiser une diffusion coordonnée pour nuire à la réputation et créer artificiellement l'indignation publique. Donc c'est quand même très différent. Et c'est assez rare également dans l'industrie A-list, comme on dit, donc de grosses têtes de l'industrie, parce que c'est traçable justement, et que c'est suicidaire juridiquement. Donc, à quoi ressemblerait vraiment une campagne de dénigrement menée par Melissa Nathan et Jed Wallace? Si Justin avait réellement lancé une smear campaign, on aurait vu des articles sortis en même temps dans plusieurs médias avec les mêmes éléments de langage, des hashtags qui montent artificiellement en 24-48 heures, des comptes anonymes qui poussent les mêmes angles, des fuites coordonnées vers TMZ, Page Six, tous les tabloïds, des témoignages de sources proches du tournage, entre guillemets, qui seraient sortis très vite, et une narration claire imposée dès le début. Toujours le même récit. Or là, ce qu'on a pu observer, c'était une chronologie en fait organique, quoi. Il y a la promo maladroite de Blake sur un sujet comme les violences domestiques, Justin qui parle, lui, tout seul de son côté, du sujet sérieusement, Justin qui est absent des avant-premières, tout le casting qui l'unfollow sur les réseaux, de là, le public se pose des questions, les gens fouillent, les frictions sortent et les créateurs TikTok, YouTube, Instagram s'emballent. Ça, c'est l'inverse d'une smear campaign. C'est une crise réputationnelle, on peut dire, qui naît spontanément. Et ça, c'est pas une agence de com qui peut le fabriquer. Mais une bonne agence, par contre, peut ne pas l'arrêter. Ils peuvent laisser le truc se faire. Ça, c'est la grosse nuance. Donc, le rôle possible et réaliste, si vous voulez, de l'équipe de Justin... je suis désolée, il y a du bruit, mes voisins, ils sont tous en train de faire des travaux, excusez-moi. Donc, le rôle possible et réaliste de l'équipe de Justin, c'est de ne pas avoir attaqué Blake, mais de ne pas la défendre, de ne pas corriger les narratifs qui lui nuisent, de laisser les questions grandir, parler en off à quelques journalistes clés, laisser des créateurs de contenu découvrir seuls les incohérences et rester silencieux pendant qu'elles s'enfoncent médiatiquement. Et ça, c'est une stratégie connue, ça s'appelle du strategic non-intervention, donc stratégie de non-intervention.
Voilà. Et ça, c'est assez redoutable, si vous voulez, comme stratégie. Donc pourquoi ça a l'air d'une attaque coordonnée pour quelqu'un qui n'y connaît rien en relations publiques? Parce que c'est multiplateforme, c'est sur plusieurs plateformes en même temps, c'est international, donc c'est dans plusieurs pays, c'est massif, beaucoup de gens qui commentent là-dessus, et surtout ça va très vite. Mais pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'on combine l'algorithme voilà, qui travaille, plus l'indignation des gens, et qui est authentique. Et c'est pas donc une armée de bots qui peut faire tout ça. Donc là où ça devient intéressant, si on prend un autre acteur qui rentre dans l'histoire, c'est Leslie Sloan. Donc Leslie Sloan, c'est la publiciste de Blake Lively. Alors elle, il ne faut pas oublier que elle a dans sa poche la presse mainstream. Vous avez bien vu, et vous le voyez toujours encore aujourd'hui, que la presse mainstream, donc People, Page Six même, TMZ, tout ça, à chaque fois qu'ils parlent de l'affaire Justin Blake, c'est toujours leurs gros titres et leurs articles même en faveur de Blake. Ils plantent parfois quelques petites choses, voilà, mais c'est toujours en faveur de Blake. Même encore là aujourd'hui, il y a un audio qui est sorti, je vais vous le mettre également dans une autre vidéo et vous le traduire, où Justin a vu la garde-robe de Blake, il dit oui, t'es très belle et tout ça. Ça a fait les gros titres. Justin dit à Blake, you look beautiful, pour en gros voilà, alimenter le fait que c'est un prédateur. Or, on a écouté l'audio, enfin, je parle de ceux qui suivent l'affaire, et on était là à se dire, mais Justin lui dit qu'elle est belle, enfin, que c'est beau, les vêtements qu'elle a sélectionné, et il dit en plus juste après, ça va rendre très bien. Donc il n'est pas en train de la complimenter sur son physique, elle toute seule, quoi. C'est par rapport aux vêtements qu'elle a choisis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la presse mainstream, donc, va prendre uniquement cette phrase et ne pas s'étaler sur le contexte. Et ça, c'est important parce que c'est quand même la majorité des gens qui lisent les gros titres de ces magazines-là. Tout le monde ne va pas fouiller sur le net pour voir réellement ce qui se dit sur l'affaire Baldoni. C'est cette presse-là, si vous voulez, qui a le monopole. Et ça, malheureusement, c'est anti-Justin. C'est du pro-Blake. Et c'est donc Leslie Sloan qui a cette presse-là dans sa poche. Tandis que de son côté, Justin, il a Melissa Nathan et Jed Wallace qui, eux, ont plus un narratif digital. Donc les créateurs de contenu, les coulisses, c'est deux terrains différents. Ce qui donne l'impression donc qu'il y a une guerre, alors qu'en réalité, chacun joue sur son terrain. Blake, c'est la presse, l'industrie, le soutien des grosses têtes, grands acteurs, réalisateurs, etc. Et Justin, lui, c'est plus on se tait, c'est le silence, c'est le digital et c'est la perception du public. Donc ça, c'est pas une attaque, c'est juste deux stratégies de relations publiques opposées. Donc pourquoi Blake peut sincèrement percevoir ça comme une smear campaign, parce que de son point de vue, c'est un peu comme si vous voulez, elle se disait mais j'ai rien vu venir et soudain tout internet est contre moi. Donc elle cherche une cause externe, alors que la cause c'est simplement la perception du public, ses erreurs de com et son vide narratif. Elle avait rien d'intéressant à raconter en fait. Donc ce qu'elle dénonce comme une smear campaign, en fait c'est un mécanisme de crise, de gestion de crise de relations publiques que le public ne connaît pas. Donc vu de l'extérieur, ça ressemble à une machination, alors que vu de l'intérieur, ça ressemble juste à... genre personne n'a empêché l'opinion publique de se former en fait. C'est plus ça qui s'est passé. Ça fait pas plaisir à Blake ou à des gens qui subissent ça, mais c'est courant. Par ailleurs, là dans les documents, on a vu qu'apparemment Melissa Nathan aurait parlé au créateur de Moi. Ça, Blake le met du coup en avant dans les nouveaux documents qui sont sortis, tout ça. Alors, parler à un créateur Instagram, ce n'est pas de la smear campaign. Ça s'appelle du média relation, ça s'appelle de la gestion de crise, ça s'appelle du background briefing et c'est une pratique quotidienne et c'est légal. Un attaché de presse a le droit de parler à des journalistes, de parler à des créateurs, de donner du contexte, de corriger une version, de donner sa version des faits et d'orienter une lecture tant que ce qui est dit n'est pas faux factuellement, que ce n'est pas une fabrication et que ce n'est pas une coordination pour diffuser un mensonge. Donc quand elle dit « Regardez, Melissa Nathan a parlé au compte de Moi », ce qu'elle décrit n'a rien d'illégal. Et c'est là justement un peu le problème dans sa plainte. Ce que la justice appelle réellement une campagne de diffamation coordonnée, pour que ça devienne justifié, donc attaquable, il faut prouver qu'une information fausse a été fabriquée ou déformée volontairement, qu'il y a eu une coordination pour la diffuser et que l'intention était de nuire à sa réputation et que ça a donc causé un préjudice mesurable. Là, les 4 faits que je viens de vous énoncer, ils sont obligatoires. Donc le vrai danger pour elle au procès,
Si l'équipe de Justin prouve que oui, on a parlé à des créateurs, oui, on a parlé à des journalistes, oui, on a expliqué notre version et qu'ils montrent que rien de ce qu'ils ont dit n'était faux, la notion donc de smear campaign s'effondre et ça peut même se retourner contre elle. Donc elle veut dénoncer comme étant criminel un mécanisme de relations publiques standard. Donc pourquoi le juge a accepté que ça aille si loin? Parce que les tribunaux sont au courant de ça, parce que l'accusation d'harcèlement sexuel, elle par contre, elle est grave. Donc c'est tout le contexte qui est examiné, mais la partie campagne de dénigrement isolée, elle est beaucoup plus fragile dans son cas. Donc là où on en est, Blake, elle accuse Justin d'astroturfing, donc d'avoir orchestré une campagne en ligne avec des faux comptes pour manipuler l'opinion. Dans les documents qui sont accessibles au public, on a les échanges de Melissa Nathan et Jed Wallace qui ne contiennent rien de concret sur l'usage de bots. Ils parlent juste de mettre en avant certains messages ou contenus, ce qui relève du travail classique de relations publiques. Après ça, les influenceurs contactés, genre de moi. Melissa a parlé des influenceurs, oui, mais partager son point de vue ou raconter l'histoire, ça n'est pas de la diffamation et ça n'équivaut pas à créer des bots. Donc pourquoi ça rend le procès, si vous voulez, difficile pour Blake? C'est parce qu'il manque une preuve technique. Pour un procès d'astroturfing, il faut des preuves concrètes que Justin ou son équipe ont activement utilisé des bots ou des faux comptes, parce que les voir uniquement sur Twitter, Instagram, tout ça, ça ne suffit pas. Il faut relier ces comptes à Melissa Nathan et ou Jed Wallace avec des traces techniques. Or, les documents publics actuels, ils ne montrent pas ça. Ils montrent juste des discussions stratégiques entre RP, mais rien qui prouve une campagne automatisée, donc gérée par des robots. Donc, ce que Blake pourrait faire, c'est obtenir des documents scellés ou des emails internes qui montrent l'achat ou l'utilisation de bots. Elle peut faire une analyse technique indépendante des comptes suspects pour tenter de remonter à l'origine. Mais le problème, c'est que les bots farms, donc c'est des fermes de bots comme on appelle, je vais vous expliquer après concrètement ce que c'est, internationales, elles sont quasi intraçables. Donc même avec ces analyses, c'est pas garanti qu'elle arrive à remonter à la source. Et donc un bot farm, pour vous la faire courte, c'est un réseau organisé de comptes automatisés ou semi-automatisés, souvent sur de vrais appareils, utilisés pour créer artificiellement de l'activité en ligne et manipuler l'opinion publique ou les algorithmes des réseaux sociaux. Donc même si Blake avait raison de soupçonner une smear campaign, la majorité de la réaction négative pourrait être organique. Ne l'oublions pas non plus. L'astroturfing n'était pas nécessaire, si vous voulez, à ce moment-là, pour que l'opinion publique se retourne contre elle. La promo mal alignée a suffi. Donc voilà, ça pourrait effectivement être de l'astroturfing, mais ça peut aussi tout simplement être de sa propre faute, sans qu'il n'y ait rien, voilà. Et là, je suis tombée sur un article de GQ qui justement parle de ça. Ils ont mené une enquête sur, justement, sur la manipulation sur Internet, tout ça, la réputation des gens, comment ça se fabrique, comment ça se défait, bref, tout le travail, si vous voulez, de RP de manière digitale. Alors, je vais pas vous lire tout l'article parce qu'il est très long, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, parce qu'on parle justement de l'affaire Johnny Depp, on parle de l'affaire Justin Baldoni, on parle de l'affaire Didi, mais j'ai sélectionné quand même des passages intéressants. Alors, je vous cite. « Les vieux briscards à la tête d'agences spécialisées dans la gestion de crise ont également renforcé leur activité en ligne. Nous avons réussi à faire modifier des articles sur des médias ou des agences telles que CNN ou Reuters, explique Michael Citrick, que l'ancien groupe de médias en ligne Gawker a un jour qualifié de maître ninja de l'art de la manipulation, formule qu'il affiche par ailleurs fièrement sur son site internet. Mais comme il le fait remarquer, ce genre de choses n'est pas possible avec Instagram, X ou tout autre réseau social, puisqu'il n'y a personne pour nous répondre au bout du fil. D'ailleurs, il me semble que ce type-là, Melissa Nathan, elle a travaillé pour lui. Donc aujourd'hui, explique le patron, l'entreprise, son entreprise, utilise des outils de veille qui épient les plateformes sociales en continu au cas où un problème surgirait au milieu de la nuit. Car dans cette bataille-là, il n'y a plus de répit. L'année dernière, le journaliste d'investigation britannique Alexis Mostrous a lancé le podcast Who Trolled Amber, qui s'intéresse à ce qui a été largement considéré comme une campagne de haine et de dénigrement en ligne contre Amber Heard lors de son procès contre Johnny Depp au printemps 2022. Impossible de se connecter à Internet durant cette époque sans voir des milliers de personnes lancer les pires horreurs concernant l'actrice. Mais pourquoi donc? Alexis Mostrous a cherché à savoir si une partie de cette haine n'était pas créée de toutes pièces. Il affirme avoir montré une cache d'1 million de tweets pro Johnny Depp à des experts en désinformation
et à des data scientists qui ont estimé qu'environ la moitié d'entre eux avaient été générés par des bots. Son reportage révèle que bon nombre de ces comptes provenaient d'Arabie Saoudite où des bots surnommés mouches électroniques sont utilisés depuis longtemps pour diffuser la propagande du gouvernement, notamment au sujet du journaliste assassiné Jamal Khashoggi. Alors les bots, je ne dis pas qu'il n'existe pas des techniques de manipulation sociale, mais la question serait plutôt jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour convaincre ? Nous demande un responsable de gestion de crise. Selon lui, le vrai sale boulot est effectué par des sociétés obscures en Inde, en Malaisie et en Europe de l'Est, dont personne ne veut citer les noms. Ce n'est pas très légal, ce genre d'entreprise n'existe pas aux États-Unis et personne ne va crier haut et fort « nous avons recours à des bots ». Et s'ils le font, ils utilisent un jargon étrange, explique un spécialiste du numérique travaillant pour une grande agence de RP. Pourtant, lorsque je demande à mes sources si une grande partie de la haine envers Amber Heard a pu être générée artificiellement, elle se montre sceptique. Matthew Hiltzik, responsable des relations publiques de Johnny Depp à l'époque, a refusé de commenter, mais une personne bien informée m'a dit qu'il n'avait rien à voir avec une quelconque campagne numérique et qu'il n'avait pas eu recours à la magie noire, mais simplement à une technique très disciplinée, rigoureuse et cohérente dans la collecte et le partage des informations provenant du tribunal. Les responsables des relations publiques avec lesquels j'ai discuté soulignent que Johnny Depp était l'une des stars de cinéma les plus appréciées au monde, que Amber Heard était une cible particulièrement facile et que tous deux avaient été emportés par le retour de bâton du mouvement MeToo. Un responsable des relations publiques avisé sait peut-être exploiter cette dynamique pour aider les créateurs à générer des profits supplémentaires, mais il ne peut pas la créer de toutes pièces. Vous pouvez attiser les flammes qui existent déjà, mais vous ne pouvez pas créer cette dynamique, nous assure notre spécialiste du numérique. Vous devez avoir quelque chose à quoi vous raccrocher. Donc l'article conclut: faut-il être terrifié à l'idée qu'un stratège machiavélique rodé à la gestion de crise et tapis dans l'ombre ait le pouvoir de nous dicter ce qu'on doit penser et ressentir à propos de Blake Lively ou de la guerre en Ukraine ou de l'élection présidentielle? Notre incursion dans le vortex numérique nous fait comprendre que le monde dans lequel nous vivons est bien trop complexe, chaotique et multiforme pour être véritablement contrôlé par qui que ce soit. Les spécialistes en communication stratégique ne sont pas des programmeurs divins tirant les ficelles et manipulant l'opinion depuis leur pupitre de commande. Ils ressemblent davantage à des ingénieurs éreintés, essayant aveuglément d'actionner les bons leviers d'une machine infiniment complexe dont les entrées et les sorties changent constamment. Comme le dit Mitchell Jackson, spécialiste des relations publiques en situation de crise, l'époque où l'on pouvait avoir un contrôle total est révolue. Attention, cela ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas d'arrache-pied, tournant des boutons et appuyant sur des touches pour tenter de plier l'univers à leur volonté. Donc, résumé de cet article, les stratèges en relations publiques peuvent pousser, amplifier et orienter des messages, mais ils ne contrôlent jamais complètement l'opinion publique. Le chaos du numérique et les réactions organiques des internautes restent imprévisibles. Voilà pour tout ce qui est donc tout ce qui concerne la smear campaign. Donc encore une fois, je vous rappelle que parler à des journalistes, à des créateurs, tout ça, ça n'est pas illégal tant qu'on raconte pas n'importe quoi. Et si c'est là-dessus que Blake compte gagner, elle ne gagnera pas. Par contre, si elle arrive à démontrer que l'équipe de Justin a raconté des conneries sur elle, des choses fausses, diffamatoires, et qu'elle arrive à prouver qu'ils se sont servis de bots, oui, là, la smear campaign peut être validée dans sa plainte. Mais encore une fois, même si elle trouvait par exemple un paiement, imaginons Jed Wallace, il a payé pour des bots. Ils arrivent à retrouver cette facture en faisant, je sais pas moi, s'ils ont fait une mise en demeure sur Jed Wallace, qu'il a dû produire des documents, des factures et tout, et qu'il voit qu'il a payé des bots en Arabie Saoudite ou en Malaisie, peu importe, ça n'est toujours pas suffisant comme preuve, parce que Jed Wallace peut dire oui, j'ai acheté des bots, mais c'était pas pour Justin Baldoni, c'était pour un autre client. Vous voyez le truc? Et sincèrement, j'ai eu la déposition de Jed Wallace, alors pas en entier parce que tout n'est pas décelé. C'est quelqu'un qui répond souvent je me rappelle pas, je me rappelle pas, je me rappelle pas. Et c'est normal. Le mec, il va pas dévoiler ce qu'il fait. Il va pas raconter toutes les techniques de son travail parce qu'il n'aurait plus de travail. Déjà, s'il balançait sur ses clients et s'il donnait tous ses outils, sa façon de travailler, ça pourrait se retourner contre lui. Voilà. Donc c'est très compliqué de prouver, en tout cas, les bots. S'ils ont fait ça correctement, hein, et si vraiment c'est eux qui l'ont fait, ce sera difficile de les tracer, si vraiment ils ont été malins. Pour l'instant, avec les documents qu'on a, il n'y a rien
qui prouvent une smear campaign. Maintenant, pour la question du harcèlement sexuel. Alors, le critère légal du harcèlement sexuel, déjà on va commencer par là, en droit civil ou en procédure civile américaine, pour qu'une plainte tienne, il faut plusieurs éléments, 3 principalement. Il faut un comportement non désiré, répétitif ou coercitif à caractère sexuel ou sexiste. Ce comportement doit créer un environnement de travail hostile ou intimidant et il doit être objectivement inacceptable et pas seulement subjectivement mal reçu par la victime. Donc pourquoi c'est compliqué dans le cas précis de Blake? Parce que les remarques comme « ta tenue est sexy » ou « tu sens bon », si vous voulez, ces remarques-là, elles sont issues d'un contexte de tournage, avec un scénario qui impliquait des baisers, des dialogues à connotation un peu, voilà, ce qui atténue, si vous voulez, l'élément de coercition ou de non-consentement. Également, quand il dit à Jenny Slate « t'es sexy là-dedans », elle est habillée dans la tenue de son personnage. C'est compliqué, si vous voulez, de faire une différence nette entre il trouve du coup Jenny Slate dans son personnage sexy, et c'est peut-être quelque chose qu'il voulait, ou juste une remarque qu'il fait sur le personnage qu'elle incarne, mais c'est son physique. Donc bah oui, c'est son physique, donc il commente. Un acteur, son physique, c'est son outil de travail. Donc c'est pas comme si vous voulez, elle était sortie du plateau, elle était habillée avec ses propres vêtements et qu'elle allait sortir, rentrer chez elle et que là Justin lui dit au fait t'es sexy. C'est pas du tout le même contexte. Déjà il y a ça. Ensuite le fat shaming qu'elle mentionne, Blake Lively, oui il a demandé mon poids etc. machin. Là c'est également lié à une exigence physique de tournage. Il devait la soulever pour une scène. Bien qu'elle dise que c'est pas vrai, ça n'a jamais existé, si. Et ça donc c'est pas un jugement gratuit sur son corps. C'est parce qu'il avait mal au dos, il a des problèmes de dos, il doit savoir combien elle pèse pour la soulever sans problème, sans se péter le dos ni même la faire tomber. Donc, si vous voulez, tous ces petits éléments-là, ce sont des interactions professionnelles normales dans le cadre du tournage, même si Blake les a perçues comme gênantes ou malvenues. Et pareil pour Isabella Ferrer, qui trouve inapproprié que Justin lui dise « Voilà, je voudrais que Lily elle lèche la cuillère en regardant Atlas. » Ah, mais c'est inapproprié, elle a que 16 ans. Oui, mais c'est une direction artistique qu'il te donne en fait. T'as pas à discuter. Tu peux dire qu'effectivement tu trouves ça inapproprié parce que par rapport au personnage, voilà, mais tu peux pas le relever et le dire à un avocat lors d'une déposition, ça, voilà, ça peut quand même justifier que le mec il est chelou. Là, on mélange tout en fait, si vous voulez. Et le coup du clin d'œil qu'il aurait fait, je sais jamais comment il s'appelle, bref, le jeune Atlas à l'acteur, c'est également très léger pour parler de comportements inappropriés. Donc là, si vous voulez, le dilemme du juge, il doit décider en fait si ces interactions sont assez graves pour constituer un harcèlement sexuel légalement sanctionnable ou si elle relève plus de petites frictions professionnelles ou de malaise ressenti. Et c'est délicat parce que le ressenti subjectif des actrices, là en l'occurrence, bon on va juste rester sur Blake, le ressenti donc subjectif propre à Blake, c'est pas suffisant pour le condamner. Il faudrait un lien entre l'acte et un préjudice concret ou un environnement hostile documenté. Bon, on a compris que c'était clairement ce qu'elle avait essayé de faire quand elle a monté sa plainte. Donc ce que ça implique pour le procès, si vous voulez, c'est que la plupart des détails que Blake a fournis, ils semblent légers et ils sont liés au plateau, donc difficile à transformer en preuve d'harcèlement sexuel dans un tribunal civil. Le juge peut probablement mettre en balance le contexte professionnel, le consentement implicite sur le plateau et la perception personnelle. C'est pour ça qu'on parle de zones floues, un peu si vous voulez, de zones grises, parce que tout ce qui est documenté peut être examiné, mais il n'y a pas forcément de violation juridique claire. Donc dans cette affaire, beaucoup de ce que Blake décrit comme harcèlement sexuel relève en réalité de petits détails de tournage ou de remarques contextuelles, si vous voulez. Donc le juge, il doit déterminer où commence le harcèlement légalement sanctionnable, et c'est exactement cette ligne floue en fait qui rend ce pan du procès si difficile à trancher, et on voit qu'il pose beaucoup de questions dans ce sens-là, le juge. Et là, ce qu'on peut observer, c'est que oui, plusieurs personnes se sont senties mal à l'aise sur le tournage, mais leur ressenti n'atteint pas automatiquement le seuil légal du harcèlement sexuel. Dans un tribunal, ce qui compte, ce n'est pas seulement le malaise subjectif, mais aussi le contexte, la répétition et l'intention réelle. Or là, des remarques sur des personnes portant les costumes donc de leurs personnages, les indications de jeu pour les scènes, clin d'œil, suggestion dans le cadre d'une scène, etc. C'est lié au tournage. Donc non, et ça n'est pas donc dirigé personnellement contre quelqu'un. Et
Par ailleurs, pourquoi justement Jenny Slate et Isabella Ferrer n'ont pas également porté plainte contre Justin ou ne se sont pas ralliés à la plainte de Blake? Bah ça justement, ça montre que pour la loi, c'est perçu comme trop léger ou insuffisant pour une action judiciaire. Elles le savaient. C'est pour ça qu'elles sont pas montées au créneau à dire ouais, nous aussi on porte plainte et tout. Elles le savent que c'est trop léger. Donc oui, certaines remarques ont mis mal à l'aise des membres du casting. Mais voilà, encore une fois, c'était lié au tournage, au personnage, etc. Le contexte, il compte énormément. Et un compliment sur l'apparence ou la tenue, ça peut être perçu, oui, comme maladroit ou gênant, bien sûr, mais dans le cadre d'un tournage, ce n'est pas automatiquement du harcèlement. Il faut vraiment prouver qu'il y a une intention de harceler, de dominer ou de sexualiser de façon non consentie. Un simple compliment, même mal interprété, ça ne prouve pas cette intention. Après, il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier dans cette histoire, c'est le rapport de pouvoir. Blake n'était pas soumise à Justin dans ce tournage, on l'a bien vu. Blake, c'est une actrice très influente, avec un réseau puissant à Hollywood. Justin, en comparaison, il a beaucoup moins de poids médiatique et professionnel. Une actrice telle que Blake, influente, elle peut orienter le récit autour d'elle, ce qui peut donner l'impression d'une campagne coordonnée, même si sur le fond, il s'agit de réactions organiques ou d'interprétations personnelles. D'accord ? Là, ce qu'on peut voir, c'est que Blake elle a un réseau qui amplifie sa perception du problème, donc les autres acteurs qui vont dans son sens, ah oui, nous aussi, nous a dit ça, c'est inapproprié, mais ça ne change pas la nature réelle des faits pour la justice. Ça reste quand même léger, les gars. Ça, c'est pas du harcèlement sexuel non plus. Donc oui, plusieurs membres du casting se sont plaints de Justin, mais souvent pour des situations légères. Et Blake Lively, qui a un poids énorme à Hollywood, enfin surtout son mari, et son influence, elle a pu amplifier ses perceptions. Et ça crée l'impression d'une répétition. Je dis bien ça crée l'impression, mais juridiquement, c'est pas suffisant pour qualifier ça de harcèlement sexuel. Après, on est à New York. La barre est plus basse qu'avant. Il y a eu une réforme en 2019 du New York State Human Rights Law. Donc Blake n'a plus besoin de prouver que le comportement était grave ou répété comme avant, ni que l'environnement de travail était devenu hostile au sens classique. Et ça, c'est pas non plus un point à négliger. Aujourd'hui, il suffit de démontrer que elle a été soumise à des comportements indésirables liés au sexe, qui la placent dans une situation inférieure, dégradante, humiliante ou offensante, au-delà de ce qu'une personne raisonnable considérerait comme de petites broutilles de travail. Ça, c'est la nouvelle formulation de la loi. Ça, c'est quand même, faut pas non plus l'oublier. Le critère clé reste que le juge doit se poser cette question. Est-ce que ce sont des faits qui dépassent les petites interactions sociales normales du travail? Et là, justement, encore une fois, on est dans cette zone grise. Tu sens bon, ta tenue est sexy, je demande ton poids pour te porter parce que j'ai un dos fragile, des indications de jeu d'acteur, des compliments sur des tenues, tenues donc de personnages. Là, ce sont exactement les exemples typiques que la jurisprudence new-yorkaise classe souvent dans les petites vexations, les désagréments mineurs, l'inconfort subjectif, mais pas du harcèlement sexuel légalement sanctionnable. Donc le juge, il est un peu dans la mouise, il doit littéralement se demander est-ce que c'est objectivement inapproprié ou est-ce que ce sont des interactions sociales mal interprétées sur un plateau de tournage où les gens jouent des scènes parfois intimes. Donc c'est extrêmement délicat, si vous voulez, dans un contexte de film romantique en plus. Pour gagner, Blake, elle doit en fait montrer que ses remarques n'étaient pas liées au travail ni à son jeu d'acteur, qu'elles avaient une connotation personnelle ou sexuelle claire et non artistique, qu'elle a exprimé son malaise et que ça a continué, la liste des 17 points, on s'en rappelle, et que ça dépassait ce qu'une personne raisonnable considérait comme banal sur un tournage. Voilà. Donc, j'espère vous avoir bien éclairé. J'ai tout donné. Je vous ai vraiment condensé un maximum de choses. Donc voilà, si vous voulez concrètement la source de la plainte, n'oublions pas qu'on parle de ça, même si on découvre des choses sales sur un camp ou sur l'autre. Bon, le truc, il est là. C'est même pas l'affaire que Blake lui ait volé le film de Justin. Ça, à la limite, on s'en fout. Là, ce que le juge doit déterminer, c'est est-ce qu'il y a eu harcèlement sexuel ou campagne de dénigrement. Il n'est pas là pour juger si Justin c'est un mec bien ou une victime, victime de Blake et Ryan, j'entends, ou de Sony, etc.
il s'en fout. Qu'il se soit fait virer et tout, c'est pas son problème. Pareil pour Blake, ce qui est son problème, c'est de savoir pourquoi les gens sur Internet d'un coup ne l'ont plus aimé. Est-ce que ça a été fait de manière artificielle ou pas? Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, ça m'intéressait parce que c'était vraiment une question que je me posais aussi depuis un petit moment, à savoir, mais comment le juge il va faire pour déterminer quoi qu'est-ce? Donc moi aussi, j'ai été me renseigner bien sur ce qui était légal et pas légal, et ça a confirmé ce que je pensais. Dans un travail de relations publiques pour protéger ton client en termes de réputation, de relations publiques, oui, tu as le droit de parler à des créateurs et à des gens de la presse tant que tu ne racontes pas des conneries sur l'autre personne, etc. Et Blake Lively, depuis le début, elle essaye de montrer « j'ai ouvert la boîte de Pandore » alors qu'il n'en est rien. Elle montre juste ce que le public ignore. Mais c'est légal et ça se fait tout le temps. Après, est-ce qu'il y a eu des trucs chelous? Ça, c'est une autre affaire. Voilà, écoutez, j'arrête de parler. Je vous laisse digérer tout ça. Et je vous retrouve très vite parce que j'ai traduit la déposition de Andrea Gianetti, qui est cadre chez Sony, qui était sur le plateau. Elle m'a trop fait rire. Et je vous ai également traduit les échanges de mails entre Ryan et des agents très influents de chez WME, qui a viré Justin. Également avec des dirigeants chez Sony, comment ils parlent de Justin, etc. Voilà, je suis en train de vous préparer tout ça aux petits oignons. Ça va vite arriver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.